Le temps du mensonge. La France, les enfants algériens qu'a interrogé Robert Davziez, prêtre de la Mission de France, et dont il a publié les interviews dans Le Front, ne disent pas « L'armée française a commis tel ou tel crime. Le lieutenant un tel a torturé mon père. » Ils disent simplement « la France ». La France, ce sont sans doute ses officiers, qu'un lent travail de conquête appuyé sur la pratique systématique de la torture a porté au pouvoir en Algérie. Ce sont aussi ces Français d'Algérie qui ont fait les journées de mai 1958, mais ce sont surtout les présidents des conseils, les ministres, les députés, qui parlent au nom du pays, qui informent le pays, qui définissent une politique et qui l'appliquent. Du 1er novembre 1954 au 1er juin 1958, successivement, Pierre Mendès France, Edgar Faure, Guy Mollet, Maurice Bourget-Mounoury, Félix Gaillard, Pierre Finplin ont été la France à Paris, tandis que Roger Léonard, jusqu'au 1er février 1955, Jacques Soustelle, pendant l'année qui a suivi, Robert Lacoste, du 9 février 1956 au 13 mai 1958, étaient, pour citer une formule du général de Gaulle à propos d'un de leurs successeurs, la France en Algérie. Il est impossible d'éluder la question. Les policiers et les officiers tortionnaires avaient-ils, d'une manière ou d'une autre, le droit de torturer? Les responsables de l'État ont-ils donné, par la parole ou par la plume, des instructions tendant à établir la torture en système? Se sont-ils contentés de jouer le rôle de Ponce Pilate, ou bien ont-ils tenté d'empêcher et d'enrayer le déroulement impitoyable des événements avant d'être vaincus? Guy Mollet a, le 27 mars 1957 à l'Assemblée nationale, résumé le débat en ces termes. Le gouvernement, l'armée, l'administration sont accusés de recourir à des exactions innommables, voire à la torture systématique. Le problème posé est véritablement dramatique. Plus précisément encore, la question est celle-ci. Y a-t-il des exactions organisées, voulues par le gouvernement, l'armée, l'administration? Au contraire, sont-elles interdites? S'il est passé outre à ces interdictions, arrive-t-on à déceler les coupables et sont-ils punis? Enfin, qu'est-il fait pour prévenir et empêcher de semblables forfaits? C'est effectivement à cette question qu'il faut tenter de répondre. En Algérie même, il était question que le gouverneur général signe des circulaires contre la torture sans trop se préoccuper de leur application. Monsieur Léonard ne manqua pas à cette règle. Un député algérien, monsieur Ben Ahmed, ayant déploré qu'il n'ait jamais été obéi, Max Lejeune, alors député de l'opposition socialiste, s'écria « S'il n'était pas obéi, c'est qu'il n'était pas un gouverneur ». On a vu plus haut quelle avait été l'attitude de Jacques Soustelle en présence des faits rapportés par l'inspecteur général Vuillaume et des conclusions que celui-ci avait tirées de son enquête. Après les événements du 20 août 1955, Jacques Soustelle ne se contente pas de couvrir et d'agir en secret. Il annonce, le 22 août, dans un communiqué officiel, la destruction totale de 10 Mechta, soupçonnés d'avoir abrité des rebelles. Il précise que les femmes et les enfants, mais non les hommes, ont été évacués.
Cette attitude, qui pouvait sembler avoir au moins le mérite de la franchise, n'empêche pas d'assurer Jean Marais de son appui total lorsque celui-ci enquête en Algérie et réclame des sanctions contre les policiers et les officiers tortionnaires. Jacques Soustelle n'a pas hésité non plus, à son retour d'Algérie, quand il a publié un gros recueil de souvenirs sur sa mission de gouverneur général, à faire le silence le plus complet sur ce qu'il avait pu apprendre dans le domaine qui nous intéresse par ses fonctions officielles. Il avait pourtant, le 14 novembre 1955, dans une lettre d'un intellectuel à quelques autres à propos de l'Algérie, rappelé sa propre formation. Même engagé dans l'action, je demeure un universitaire, un enseignant et un écrivain. Je crois à la valeur intrinsèque de la pensée, de la recherche, de la réflexion. Je suis persuadé que nous avons un rôle à jouer dans la vie publique, ne serait-ce qu'en essayant de substituer aux vagues images passionnelles qui sont l'instrument habituel de la politique, les notions de probité, de précision et de rigueur auxquelles nous tenons par profession. Un gouverneur général, si éminente que soit sa personnalité, n'est qu'un fonctionnaire, siégeant loin de Paris dans le gigantesque immeuble de la place du Forum. Il devient rapidement l'instrument non du gouvernement de Paris, mais de ses propres services. Que de fois n'a-t-on pas évoqué l'atmosphère d'Alger pour expliquer la transformation de tel ou tel libéral en despote. Robert Lacoste, qui succède à Jacques Soustelle après le bref interrègne marqué par la nomination et la démission forcée du général Catroux, est, lui, ministre du gouvernement Guy Mollet et des gouvernements Bourgès-Mounouri et Félix Gaillard. À ce titre, il a engagé une responsabilité qui dépassait celle d'un simple gouverneur général. À ce titre aussi, il pouvait difficilement être désavoué. Il partageait d'ailleurs la responsabilité de l'Algérie avec Maurice Bourgès-Mounouri, titulaire de la Défense nationale dans le cabinet Guy Mollet, puis président du Conseil, et avec Max Lejeune, secrétaire d'État aux forces armées dans le gouvernement Mollet. Il n'en faut pas douter, le représentant de la France en Algérie, et avec lui, messieurs Lejeune et Bourgès-Mounouri, ont approuvé la torture. Robert Lacoste avait fait rapidement son choix. Recevant le 16 février 1956 l'envoyé spécial de l'Express, Patrick Kessel, il s'écriait « Dire que l'on n'a pas exécuté les criminels que nous avons sous les barreaux, certes, ont déjà été condamnés 3 fois à mort. On est vraiment le dernier des pays. Et si je voulais les faire exécuter, il y aurait des intellectuels pour me traiter de monstre. » Et d'ajouter, se faisant le porte-parole des revendications de l'armée, « On fait la guerre avec le code criminel en poche. » La bataille d'Alger devait permettre à Robert Lacoste de s'engager bien davantage encore. Quand survient le conflit entre le général de la Bollardière et le général Massu, c'est à ce dernier qu'il donne raison, d'accord avec ses collègues du gouvernement Guy Mollet. Quand Paul Tetchent, le 24 mars 1957, lui adresse une première fois sa démission en écrivant « J'ai acquis la certitude depuis 3 mois que nous sommes engagés, non pas dans l'illégalité, ce qui dans le combat est sans importance, mais dans l'anonymat et l'irresponsabilité qui ne peuvent conduire qu'au crime de guerre. Je ne me permettrai jamais une telle affirmation si, au cours des visites récentes au centre d'hébergement de Paul Cazel et de Beni Messous, je n'avais reconnu sur certains assignés les traces profondes des sévices ou des tortures qu'il y a 14 ans je subissais personnellement dans les caves de la Gestapo à Nancy. Il se contente de refuser la démission et de mettre un peu d'ordre dans l'action anarchique des parachutistes. Monsieur Reliquet, ancien procureur général à Alger,
l'affirmera le 5 juillet 1960 sous la foi du serment devant le juge d'instruction de Rennes chargé d'enquêter sur l'affaire Audin. Malgré les révélations publiées en clair par la presse, malgré aussi certaines démarches effectuées auprès des autorités gouvernementales et de M. Robert Lacoste lui-même pour les éclairer sur les dangers graves des abus constatés, non seulement il ne fut rien fait pour désavouer les sévices, pour punir ceux qui s'y étaient livrés et pour interdire leurs pratiques à l'avenir, mais, je le tiens du général Allard, certains ministres, messieurs Lacoste, Bourgès-Monory et Lejeune, les ont encouragés. Et le général Allard, le 4 octobre 1960, confirmera les propos du procureur général reliqué en ces termes. J'ai personnellement assisté à un certain nombre de visites faites dans les différents états-majors des secteurs par messieurs Bourgès-Monory, Lacoste, Max Lejeune, etc. Et chaque fois, ces autorités donnaient des instructions de poursuivre la lutte à outrance. Je me souviens en particulier d'une visite au PC du colonel Bijard, où celui-ci, présentant une statistique des résultats obtenus, d'après laquelle il avait détruit à peu près les 3/4 de l'organisation rebelle, il lui fut donné par l'un des ministres présents des félicitations et des encouragements pour terminer l'œuvre entreprise. Je ne me souviens plus quel était ce ministre. Je pense qu'il s'agissait de M. Max Lejeune, sans pouvoir être affirmatif. Je vois encore le colonel Bijard lui répondant « Monsieur le ministre, vous pensez bien qu'on n'arrive pas à de tels résultats avec des procédés d'enfant de cœur. » Ce à quoi il fut répondu de veiller seulement à ce qu'il n'y ait pas trop de bavure. Le style voulu que Robert Lacoste, Max Lejeune ou Maurice Bourgès-Monory n'eussent pu aller plus loin. Je veux dire aller jusqu'à donner un ordre écrit. Dans ses instructions officielles, Robert Lacoste proclama toujours sa confiance totale dans l'armée, dans la dignité dont elle fait preuve en Algérie, comme dans son patriotisme, dans la compréhension noble et élevée qu'elle a de sa mission, comme dans l'efficacité de son action, de son comportement toujours humain, comme dans son dévouement et son abnégation. Une telle attitude ne faisait qu'accentuer ce qu'on a appelé le malaise de l'armée. Des officiers responsables de torture s'étonnaient, alors qu'ils se croyaient couverts, d'être cités comme témoins par des juges. Jean Lartégui, ancien parachutiste, exprime bien leurs sentiments quand il fait dire à un personnage inspiré du colonel Bijard « Chaque fois que des ministres ou des députés venaient à notre PC, je leur disais « C'est à côté que ça se passe. Nous le faisons parce que votre gouvernement nous en a donné l'ordre, mais ça nous dégoûte, ça nous écœure. » Les uns faisaient semblant de ne pas comprendre ou de croire que je faisais une bonne plaisanterie. D'autres répondaient avec un petit geste bénisseur de la main « C'est pour la France. » Et voilà, maintenant, que ces mêmes salopards veulent nous faire passer devant les tribunaux. On a déjà vu tout ce que le 13 mai doit à ces réflexions. Robert Lacoste avait l'excuse, si c'en était une, d'être au contact direct des événements. Peut-être après tout a-t-il senti ce qu'il y avait de tragique dans sa position de ministre de la torture. Il aurait un jour résumé sa position en disant « Je suis fait comme un rat ». La machine tournait à Alger, mais c'est à Paris que les rouages étaient montés. Il s'agit d'abord d'une législation d'exception. La guerre d'Algérie fut placée dès le début sous le signe de la subversion du droit commun. Préparée sous le gouvernement Mendès France, aggravée et votée sous le gouvernement Édouard Faure, une loi du 3 avril 1955 permettait d'instituer dans un groupe de départements l'état d'urgence. Son application fut rapidement étendue à la totalité du territoire algérien. Ainsi devenaient possibles les pratiques que la loi interdisait.
les perquisitions nocturnes, aussi bien que le contrôle de la presse, le renvoi des terroristes devant les tribunaux militaires, aussi bien que l'assignation en résidence. En réalité, hébergement dans des camps de suspects. La loi sur l'état d'urgence cessait d'être applicable en cas de dissolution de la Chambre, ce qui survint le 2 décembre 1955. Elle fut aussitôt prorogée dans les faits par un décret autorisant le gouverneur général à prendre des mesures d'exception, sous réserve de rendre compte. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.